L'invité de MC Première. Mélanie Archambault, vice-présidente de l'association DysNC, est avec nous ce matin. Alors, comment détecter et accompagner un enfant touché par une dyslexie, dyspraxie et autres dysgraphies? Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Mélanie Archambault. Bonjour. L'année dernière, c'était en août 2016, vous veniez présenter votre association parce que les troubles dys étaient mal connus en Nouvelle-Calédonie et parce que vous vouliez également améliorer la prise en charge de ces enfants atteints de ces troubles. En quelques mois, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la situation a changé? Alors, comme vous venez de le dire, ça fait un petit peu moins d'1 an qu'on existe. Et une des volontés de l'association, c'est qu'on soit une association avec des bases solides. Donc, ça nécessite qu'on s'organise correctement. Donc, le travail, on va dire, est en marche, mais que sur le terrain, on n'a encore pas les retombées. Pourquoi ? Parce que ça nécessite, notre souhait, c'est notamment avant tout de travailler pour aider les familles, les enseignants. Donc ça nécessite qu'on travaille avec le milieu scolaire. Donc on est en train de prendre les contacts pour C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est que ça prend du temps. Et ça prend du temps parce que on est associatif, donc bénévole, donc c'est aussi en plus de notre temps. Et puis ça prend du temps de rencontrer les personnes et de travailler. On veut construire un projet solide et cohérent, donc on n'était pas dans la précipitation. Par contre, on bénéficie vraiment d'un très bon accueil et je pense que ça va être plus sur 2018 qui va avoir une retombée un petit peu plus concrète sur le quotidien. Et donc une association pour aider les parents, les professionnels de santé, le corps enseignant, une association qui était donc nécessaire. Ça veut dire beaucoup d'explications, beaucoup de conférences également pour pouvoir expliquer ce que sont les troubles dys. Alors, on essaye, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je pense qu'effectivement, c'est surtout d'informer un petit peu sur les différents troubles. Et on a aussi une volonté d'un petit peu regrouper ce qui se fait déjà sur le territoire, parce qu'il y a déjà des choses qui peuvent être faites, mais les informations sont un petit peu, j'ai envie de dire, dispatchées. Et c'est un petit peu le parcours du combattant pour les parents. Donc, notamment au niveau des professionnels, on essaye d'essayer de se regrouper, de créer un réseau, qu'on soit cohérent dans la manière dont on accueille les enfants pour qu'il y ait une certaine continuité et que les parents s'y retrouvent, parce que pour l'instant, c'est pas toujours le cas. Alors, on parle de dys depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que les troubles dys ? Alors, les troubles dys, c'est un trouble qu'on dit neurodéveloppemental, c'est-à-dire que c'est quelque chose, l'enfant naît avec et va se développer en fait avec des, on va dire, dysfonctionnements, des différences dans le mode de fonctionnement qui vont ils peuvent toucher la parole, on va parler de dysphasie, ils peuvent toucher l'apprentissage de certains mouvements qui correspond aux dyspraxies dont on a parlé hier soir. Ça va toucher l'apprentissage du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, mais il y a aussi ce qu'on appelle les fonctions dysexécutives qui touchent la commande un peu plus importante qui régit notre nécessité d'attention et de planification. Et enfin, le trouble du calcul avec les dyscalculies. Donc ça veut dire qu'il y a des répercussions pour les enfants sur la vie scolaire et pour les plus âgés sur la vie sociale, la vie professionnelle. Exactement. Donc déjà, il y a des répercussions sur le quotidien des tout petits quand on a un trouble de la parole ou un trouble dans les gestes moteurs, parce qu'on va être plus lent quand on veut faire des gestes. Donc pour jouer avec les petits copains, ça va être plus compliqué. Pour s'habiller le matin, ça va être plus compliqué. Donc ça va amener un petit peu des conflits à la maison. On va être un peu gauche, maladroit pour manger à table. Donc ça a un impact. Quand on a un trouble de la parole, quand on parle pas bien, quand on est petit, c'est difficile d'échanger avec les copains. Donc au niveau, on va dire, relationnel, ça peut effectivement, déjà dès le plus jeune âge, causer des troubles. Et c'est pour ça qu'il est important de repérer, de dépister, de diagnostiquer ces troubles dys le plus tôt possible. Tout à fait, pour différentes raisons. Pour que déjà, les enfants, ils ont une grande marge de progression, donc l'idée, c'est d'essayer de mettre en place des rééducations de manière assez rapide. Cependant, il ne faut pas non plus s'alerter tout de suite parce que les enfants, ils sont en cours de développement, donc il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres. Et j'ai oublié, je suis désolée, suite. Il peut y avoir des fausses alertes, par exemple, de parents qui s'alarment alors qu'en réalité, leurs enfants vont bien ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça c'est légitime. C'est pas parce qu'il y a un ou deux signes que forcément il y a un trouble derrière. Et ce qu'on a essayé aussi de tenter d'expliquer hier, c'est aussi important de respecter le rythme de l'enfant. On vit un peu dans un monde un peu pressé, j'ai envie de dire, où on a envie que les enfants soient de plus en plus autonomes. Et en fait, il faut se rendre compte que l'enfant, il a besoin d'acquérir un certain niveau de développement pour arriver à faire certains gestes ou certaines actions. Donc c'est important de
pas les mettre en difficulté parce que il va pas arriver à faire quelque chose, mais peut-être parce qu'il est encore pas en capacité, il n'a pas encore assez maturé pour pouvoir faire cette action. Et la non-réussite, c'est pas parce qu'il y a un trouble, c'est juste parce que c'est peut-être un peu trop tôt. Alors, vous nous parlez beaucoup de hier, mais c'est parce que hier soir, plus précisément, a eu lieu une conférence à l'amphithéâtre de la province sud. Le thème, c'était les dyspraxies, la dysgraphie et les aménagements scolaires. Alors, vous dites les dysgraphies, mais quand on lit sur Internet ou dans les dictionnaires, on parle souvent de la dysgraphie. Pourquoi les dyspraxies. Les dyspraxies, pardon. Oui, on commence par les dyspraxies. Et donc, parce qu'il y en a plusieurs. Tout à fait, elles se présentent de manière différente. Alors, on va dire, la définition principale dans les dyspraxies, c'est qu'il y a en fait une atteinte pour apprendre et automatiser un geste. Et ça ne se trouve pas au niveau j'ai envie de dire, au niveau moteur. C'est pas des enfants qui vont avoir des déficits moteurs. Ça va être des enfants qui vont avoir du mal à planifier une action et à automatiser une action. Par exemple, de s'habiller. Quand on sait s'habiller, on le fait de manière automatique, on n'y pense plus. Ces enfants-là, ils vont avoir des difficultés de savoir, mince, je commence par la culotte, le pantalon. Voilà. C'est des enfants qui sont maladroits qu'on peut... Tout à fait. Alors, pourquoi il y en a différents types ? C'est parce qu'on peut avoir une atteinte, on va dire, très générale, autour de la motricité globale et des coordinations. Donc ça se voit assez tôt chez les enfants qui courent de manière un petit peu particulière, qui ont du mal à faire du vélo. Et puis il y en a d'autres où les développements chez le tout petit se passent bien, et ça va être plus à l'école primaire où ils vont avoir des difficultés sur la motricité fine, des difficultés à écrire, des difficultés au niveau visuo-spatial, à regarder les lignes, le tableau, etc. Donc elles se présentent de manière différente. On peut cumuler plusieurs dyspraxies ? Alors, on ne va pas forcément cumuler différentes dyspraxies, parce qu'en général, on a souvent le... Enfin, en fait, oui, si vous voulez. On va partir d'une autre, vu que je ne vais pas me contredire par rapport à hier. Il y a notamment ce qu'on appelle les dyspraxies d'habillage qui peuvent se retrouver quand on a un trouble un peu plus global. Mais ce qu'il y a surtout d'important à dire, c'est qu'on peut cumuler les 10. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs 10 à la fois, et ça va entraîner un tableau, j'ai envie de dire, souvent plus sévère, plus global. Extrêmement handicapant, j'imagine. Voilà, plus difficile au quotidien, et il va falloir bien réfléchir sur les aménagements à mettre en place. Alors là, on a parlé des dyspraxies, la dysgraphie maintenant. Est-ce qu'il y a plusieurs dysgraphies ? Alors, on parle de la dysgraphie. La définition de la dysgraphie, c'est une atteinte de la qualité de l'écriture. Ça va être des enfants qui vont avoir une écriture, on va dire, qui n'est pas très jolie, qui n'est pas très lisible. Et ils vont avoir aussi une atteinte au niveau de la vitesse d'écriture. Ça va être des enfants qui peuvent, on va dire, écrire à peu près correctement quand on leur donne du temps. Mais quand il faut qu'ils suivent le niveau de la classe, ils ne peuvent pas. Donc, ils ont une écriture pas très lisible. C'est ça, la dysgraphie. Et après... La dysgraphie, ça peut être dû à un trouble dyspraxique, mais on peut le retrouver aussi dans les déficits d'attention avec hyperactivité parce qu'il se précipite. On peut le voir dans des troubles moteurs. On peut voir dans d'autres... il y a d'autres causes qui peuvent entraîner une dysgraphie. Alors, vous avez également parlé hier soir, lors de cette conférence à la province sud, à l'amphithéâtre, des aménagements scolaires parce que c'est nécessaire lorsque l'on souffre de ces troubles. Alors, normalement, oui. Une des premières choses qu'on a souhaité aussi mettre en avant sur cette conférence, c'est que il faut prendre le temps de la réflexion avec les parents, les enseignants et les enfants. C'est-à-dire que nous, on a nos aménagements, mais c'est important de voir ce que l'enfant aussi est capable ou pas d'avoir comme un aménagement, ce que l'enseignant peut ou pas mettre en place dans sa classe, et aussi les familles au quotidien, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre ou pas en place, parce que je pense que c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver. Mélanie Archambault, vice-présidente de l'association 10.nc.